Quand j'avais 16 ans, mes parents disaient à leurs amis que j'étais l'erreur de la famille. Maman riait, me pointait du doigt et lançait, la contraception, c'est seulement efficace à 99%. Lui, c'est le 1%, ce soir-là, je suis parti avec $40 et un sac à dos. 6 ans plus tard, ils m'ont enfin retrouvé. Et aujourd'hui, ils sont apparus en larmes devant ma porte, en me suppliant de leur parler. Je publie ce témoignage depuis un compte jetable, pour des raisons évidentes. Et oui, ça va être long. 6 ans de colère contenue, ça déborde forcément. J'ai toujours su que je n'étais pas l'enfant préféré. Mon frère, Maurice, était l'enfant planifié, bonne note, veste de sport, le fils modèle. Moi, d'après les blagues de ma mère pendant les dîners, j'étais ce qui arrive quand on fait confiance aux préservatifs bon marché de la pharmacie. Hilarant, non. Elle racontait cette blague depuis que j'avais 8 ans. J'ai grandi en pensant que c'était normal que ta propre mère te prenne pour le sujet principal de ses vannes. Mais on s'adapte. J'ai développé une capacité étrange, sourire à travers les pics, comme si une sorte de cale d'émotion s'était formée. Quand les adultes me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je répondais, une déduction fiscale. Parce que c'est comme ça que mon père me désignait, après 3 bières. Les gens pensaient que j'étais un gamin drôle, mais non, je ne faisais que répéter le script familial. La nuit où tout a basculé, c'était l'anniversaire de ma mère. Pas le dîner en famille celui-là, c'était juste nous 4 dans un restaurant moyen de gamme, avec papa qui râlait sur les prix tout en commandant son 4e scotch. Le vrai événement, c'était 2 jours plus tard, quand maman a invité ses collègues de travail. Pas n'importe qui, ceux du cercle très fermé du country club, celui dans lequel elle rêvait d'entrer depuis des années. Notre maison n'avait rien d'impressionnant, mais ce soir-là, maman s'était transformée en furie Pinterest. Dessous de table neuve, bougies, la belle vaisselle d'habitude couverte de poussière. Papa avait reçu l'ordre de porter sa seule chemise potable et, pour l'amour du ciel, de rester sous 5 verres. Maurice avait eu droit au discours, sois impressionnant. Moi? Rien. Même pas un, ne me fais pas honte. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. La soirée a commencé avec moi dans le rôle du serveur. Michael, rends-toi utile pour une fois. Je passais les amuse-bouches pendant que maman parlait des perspectives de bourse sportive de Maurice. Papa, lui, gérait plutôt bien au début, il sirotait ses verres en hochant la tête au bon moment. J'étais invisible, et dans ce genre de situation, c'était franchement le meilleur scénario possible. Puis, quelqu'un a évoqué la planification familiale, ou un sujet du genre. Une femme, avec cette fameuse coupe de cheveux, je veux parler au manager, a dit quelque chose comme « Les enfants, de nos jours, ça coûte une fortune ». Et c'est là que c'est arrivé. Ma mère, après 4 verres de vin blanc, a eu ce regard, celui que je connaissais trop bien. Le regard du « j'ai une bonne vanne ». Elle m'a pointé du doigt au moment où je ramassais les verres, la contraception est efficace à 99%, elle a marqué une pause dramatique, lui, c'est le 1%. Et tout le monde a ri. Même mon père, qui d'habitude se contentait d'exister en silence dans ce genre de soirée, a laissé échapper un rire gras, comme si c'était la meilleure blague qu'il ait jamais entendue. Je suis resté là, les mains pleines de verre sales, pendant que tous riaient du fait que je n'aurais jamais dû naître. Maurice, lui, ne riait pas. Il fixait son assiette comme s'il voulait disparaître, au moins une personne dans cette pièce avait encore un peu de décence. Mais le pire, c'est que ma mère n'avait pas fini. On avait déjà notre enfant parfait, a-t-elle ajouté en désignant Maurice. Michael, ici présent, c'est ce qu'on appelle l'erreur de la famille. Encore des rires. Quelqu'un, je crois que c'était le patron de mon père, a même lâché, aïe, ça va laisser des traces. Comme si on était dans une sitcom pourrie. Je n'ai pas lancé les verres. Je n'ai pas crié. Je les ai simplement posés, calmement, sur la table et je suis monté dans ma chambre. Personne n'a remarqué. La conversation parlait déjà des vacances de quelqu'un à Cancun. Je me suis assis sur mon lit et quelque chose s'est éteint. Comme quand on éteint un ordinateur qui tourne en boucle depuis trop longtemps. L'écran émotionnel est devenu bleu, puis noir. Je savais que je partirais cette nuit-là. J'ai pris mon sac d'école et j'ai vidé les manuels. Qui a besoin de trigonométrie quand on s'apprête à dormir dehors, hein? J'ai emballé l'essentiel, quelques t-shirts, des jeans, des sous-vêtements, une brosse à dents, les $40 que ma grand-mère m'avait donnés pour mon anniversaire que je gardais pour acheter un nouveau jeu, mon chargeur de téléphone, et les barres Cliff d'urgence que je conservais au cas où papa oubliait de faire les courses. Maurice est monté pendant que je faisais mon sac. On n'a pas dit grand-chose, il savait. Il l'avait sûrement senti avant même que je ne le réalise moi-même.
Il m'a tendu 120 $ de ses propres économies, ainsi que son ancien téléphone, qui fonctionnait encore mais n'était plus relié au forfait familial. Il m'a dit qu'il y ajouterait 20 $ de crédit prépayé. Ils ne remarqueront même pas que t'es parti avant demain après-midi, a-t-il dit. Ce n'était pas un reproche, juste un constat. Il me donnait comme un bulletin météo pour mon voyage. J'ai failli craquer, failli tout déballer et retourner me coucher, me réveiller pour une autre journée à être la blague de la famille. Mais j'ai entendu d'autres rire en bas, puis la voix de ma mère qui montait jusqu'à l'étage, parlant de problèmes d'attitude chez les ados. Merde. Non. J'en avais fini. J'ai attendu minuit, quand la maison était calme. Maman et papa s'étaient écroulés chacun de leur côté, après leurs bouteilles respectives de vin et de whisky. Maurice avait laissé la lumière de son bureau allumée, notre vieux signal, quand on était enfant, pour dire que c'était le bon moment pour aller discrètement chercher des snacks à la cuisine. Feu vert. Je n'ai pas laissé de mots. Qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Merci de m'avoir fait sentir comme une tumeur sur votre famille parfaite pendant 16 ans. Cette nuit-là, il faisait froid. Ambiance fin octobre. Je n'avais nulle part où aller, mais c'était toujours mieux que de rester. J'ai marché jusqu'à un McDonald's ouvert 24 heures sur 24, et j'ai utilisé leur Wi-Fi pour chercher quoi faire ensuite. J'ai fini par monter dans un Greyhound pour la ville voisine. Pas très loin, mais assez pour mettre de la distance. La première semaine a été rude. J'ai dormi 2 nuits dans la gare routière, puis j'ai trouvé un refuge pour jeunes. Ils m'ont laissé rester 2 semaines, le temps que je trouve un job de plongeur dans un vieux dîner miteux qui s'en fichait que je sois mineur. Ils me payaient en liquide, et c'était tout ce qui comptait. Maurice est resté en contact grâce à cette adresse mail jetable qu'on avait créée. Il m'a dit que maman avait pleuré devant les caméras en me déclarant disparu, puis s'était plainte de mon côté toujours, trop dramatique, une fois la police partie. Papa s'est saoulé et a dit que je reviendrais quand j'aurais assez faim. Je n'allais pas revenir. Pas même quand la faim me tordait l'estomac. Pas quand je dormais dans un refuge entouré de gens qui criaient dans leur sommeil. Pas même quand décembre est arrivé, et que je n'avais toujours pas de vrai manteau. 2 mois plus tard, j'ai rencontré Ronnie. Il m'a surpris en train de dormir dans la réserve du dîner pendant mon service. Au lieu de me virer, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'école. Je lui ai tout raconté, entre 2 frites froides, après la fermeture. Il s'est avéré que Ronnie aussi était un accident familial. Détails différents, merde similaire. Il m'a aidé à trouver un boulot sur des chantiers de rénovation. D'abord au noir, puis de manière légale une fois que j'ai eu mon équivalent de bac à 17 ans. Il m'a même laissé squatter son canapé jusqu'à ce que je puisse me payer le studio le plus déprimant du monde. Ces 2 premières années ont été floues, journées de 12 heures, nuits instantanées, et je m'endormais devant des tutos YouTube sur les impôts et les scores de crédit, grâce au Wi-Fi gratuit. Pas de vie sociale, qui aurait eu le temps? Travailler, économiser, survivre. Maurice a eu son diplôme et est parti à la fac, à 3 états de distance. Bonne décision. On s'écrivait encore, mais moins souvent. Il vivait sa vie, et moi, je construisais la mienne à partir de zéro. La 3e année, j'ai commencé à me sentir presque humain à nouveau. J'avais mon propre chez moi, sans moisissure visible, j'ai commencé des cours en ligne dans une fac communautaire, et même eu quelques rendez-vous Tinder, pas tous catastrophiques. Mes parents? Ils ont fini par comprendre que je n'allais pas revenir, vers le 5e mois. Ils ont déposé un avis de recherche, mais ça n'a rien donné et j'étais employé, je payais mes factures sous mon vrai nom. Ils ne faisaient tout simplement pas beaucoup d'efforts pour retrouver l'erreur. Maurice m'a dit qu'ils avaient transformé ma chambre en salle de sport. Pour mes 17 ans, papa s'était approprié ma collection de cartes de baseball, qui valait en fait pas mal d'argent. Maman racontait aux voisins que j'étais dans un internat spécial pour ados à problème. C'est là que j'ai décidé que ce n'était plus juste une fuite. C'était devenu un projet. Je voulais devenir quelqu'un qui le regretterait d'avoir perdu. Quelqu'un qui leur ferait réaliser ce qu'ils avaient jeté. J'ai arrêté d'être en colère en permanence. La colère brûle des calories précieuses quand on essaie de grimper. À la place, je suis devenu froid, calculateur. J'ai commencé à voir l'argent non pas seulement comme une nécessité, mais comme une forme de pouvoir. Chaque paie. Chaque A dans mes cours en ligne. Chaque compétence que j'apprenais. Tout devenait une brique de plus dans le mur entre moi et cette table où je m'étais retrouvé debout, les mains pleines de verre sale, pendant que tout le monde riait. Ça fait 6 ans maintenant. J'ai 22 ans. J'ai mon propre appartement, ma propre vie, ma famille choisie et des amis qui, eux, s'en foutent pas. Maurice est le seul à savoir où je suis,
et il m'avait juré de garder le secret. Du moins jusqu'à la semaine dernière, quand il m'a appelé pour me prévenir que nos parents cherchaient activement, parce que maintenant, ils ont besoin de quelque chose. Apparemment, la banque du karma est enfin venue récupérer sa dette. Et moi? Je suis l'agent de recouvrement qu'il n'avait pas vu venir. Les intérêts de la dette émotionnelle, ça se cumule chaque jour. Mise à jour d'abord, bordel. Je ne m'attendais pas à ce que la première partie explose comme ça. Paix à ma boîte de réception. Merci pour tous les prix et pour les messages de validation. Merci de me confirmer que je ne suis pas le fou dans cette histoire. Pour ceux qui demandent si tout ça est vrai, malheureusement oui. Certains détails sont modifiés pour des raisons évidentes, mais l'essence de l'histoire, c'est ma vie. Et j'aurais aimé que ça ne le soit pas. Bref, là où j'en étais, les 2 premières années après mon départ, c'était du mode survie pur. Double shift, ramen discount, et je dormais sur un matelas trouvé près d'une benne. Me jugez pas, je l'ai désinfecté à fond. Je consultais mes mails à la bibliothèque publique, où Maurice me donnait des nouvelles de la maison. Apparemment, maman et papa avaient cherché pendant environ 3 semaines. Et pas cherché, il faut comprendre, maman a posté 2 ou 3 statuts Facebook bien larmoyants avec ma photo de classe, histoire de récolter sa dose quotidienne de réactions compatissantes. Papa a appelé exactement 2 de mes amis du lycée. C'était l'étendue de leur recherche pour leur enfant disparu. Au 4e mois, Maurice m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook de maman annonçant qu'ils avaient transformé ma chambre en salle de sport de rêve, avec une copie de vélo peloton et ses haltères décoratifs que personne n'utilise jamais. Légende, transformer les citrons de la vie en limonade. Hashtag béni. Hashtag maman-fille. Ce post a eu plus d'interactions que tous ceux parlant de ma disparition. Laissez ça infuser un instant. À la 3e année, j'avais économisé assez pour suivre des cours à l'université communautaire. Pas les cours en présentiel coûteux, non, ce bon marché en ligne, à faire après une journée de boulot. Mon dos me faisait mal à force d'être penché sur un vieux portable, posé sur ce que j'appelais mon bureau, une porte posée sur 2 caisses de lait. Mais cette douleur était différente, une douleur productive. J'étudiais le commerce et la finance, pas par passion pour les tableurs Excel, mais parce que je comprenais enfin que l'argent, c'est juste des maths et les maths, elles s'en foutent qu'on vous ait voulu ou pas. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Zoé, dans un groupe d'études en ligne. Elle m'a envoyé un message privé après que j'ai réparé sa formule Excel pendant un devoir de groupe. On a commencé à discuter en visio sur les devoirs, puis sur tout le reste. Elle était incroyablement brillante. Elle préparait son diplôme d'assistante juridique tout en travaillant dans un cabinet d'avocat. La première fois qu'on s'est vu en vrai, c'était dans un petit café triste, à mi-chemin entre nos appartements. J'étais mort de trac, portant ma seule chemise potable, qui avait encore une petite tache de sauce tomate que j'avais essayé de cacher avec un stylo. Elle est arrivée avec ses cheveux en chignon désordonnés, ses lunettes et un sourire qui m'a fait oublier que j'étais l'erreur de la famille, pendant 3 heures entières. Je lui ai tout raconté ce soir-là. Je pensais qu'elle allait fuir. Mais non. Elle a eu ce regard, pas de la pitié, quelque chose de plus froid. Elle m'a parlé de sa propre mère toxique, qui l'utilisait comme défouloir émotionnel. On portait les mêmes cicatrices, juste avec des goûts différents. Zoé a changé ma perspective. Là où moi je voyais de la survie, elle voyait des opportunités. En mangeant des plats à emporter, assis par terre, elle me montrait des annonces immobilières en disant des trucs comme « Cette estimation est fausse, vu la croissance du quartier ». Pendant ce temps, Maurice me tenait au courant de ce qui se passait à la maison. Papa buvait encore plus depuis qu'il avait perdu son emploi. La course au statut social de maman avait atteint son plafond, ses amis friqués avaient compris qu'elle ne suivait plus le rythme. Leurs dettes de carte de crédit s'accumulaient. Ils avaient refinancé la maison 2 fois. Maurice a eu son diplôme et est parti travailler dans une autre ville. Un garçon intelligent. C'était le seul à savoir dans quelle ville je vivais mais pas mon adresse exacte. On avait mis en place un système d'alerte. Si jamais il m'envoyait, gaufre bleu, une vieille blague internet dégoûtante qu'on partageait, ça voulait dire que nos parents avaient découvert où j'étais. La 4e année, j'ai commencé à faire de vrais progrès. J'ai eu 2 promotions. J'ai emménagé dans un appartement où les voisins ne hurlaient pas à 3 heures du matin. J'ai commencé à construire mon historique de crédit avec une carte sécurisée. De petites victoires, mais elles semblaient immenses. Je suis devenu obsédé par les finances personnelles, subreddit, chaîne YouTube, tuto. J'ai appris l'existence des comptes d'investissement, des intérêts composés, de la construction de crédit. Chaque dollar économisé devenait une brique de plus dans le mur entre moi et toute dépendance future à mes parents.
Zoé a emménagé avec moi au début de la 5e année. Notre appart n'avait rien de luxueux, une chambre, des appareils qui fonctionnaient, une douche qui ne devenait pas glacée sans prévenir, mais c'était le nôtre. On s'asseyait sur notre canapé de seconde main, mangeant du wok à prix réduit, en planifiant nos finances comme certains couples planifient leur mariage. C'est là que Maurice a largué la première bombe. Il m'a appelé, pas un texto comme d'habitude, ce qui m'a immédiatement mis en alerte. Papa avait perdu leur maison. Pas tout de suite, mais ils étaient en pré-saisie. La banque arrivait. Des années de refinancement, de paiements ratés, et de projets foireux de papa leur étaient enfin retombés dessus. Ils avaient 90 jours avant l'expulsion. Et soudain, ils se souvenaient qu'ils avaient un autre fils. Maman a commencé à poster de vieilles photos de moi bébé sur Facebook. Mon bébé me manque chaque jour, s'il vous plaît, partagez pour nous aider à retrouver Michael. Hashtag fils disparu. Hashtag rentre à la maison. La même photo qu'elle n'avait même pas pensé à publier quand j'avais vraiment disparu. Les commentaires? De l'or pur. Je croyais qu'il était dans un pensionnat, tu n'avais pas dit qu'il était dans l'armée, et mon préféré, ce n'est pas la chambre que vous avez transformée en salle de sport? Papa, apparemment, a rejoint des groupes Facebook pour parents d'enfants éloignés. Il jouait le rôle du père au cœur brisé, prêt à tout pour renouer. Maurice m'a dit qu'il était même resté sobre, 3 semaines. Avant de replonger. Moi, je regardais tout ça de loin. Grâce aux mises à jour de Maurice et en espionnant leurs réseaux sociaux. Quelque chose de froid grandissait en moi. Ce n'était plus juste de la colère, c'était plus calculé. Zoé l'a remarqué. Pendant les dîners, elle me surprenait en train de fixer le vide, en train de faire tourner des chiffres dans ma tête. Elle n'a pas essayé de me dissuader. Au contraire, elle a affiné mon plan. J'avais économisé, investi de façon agressive. On vivait en dessous de nos moyens, pendant que je construisais un petit portefeuille. Pas une fortune, mais assez pour envisager des options. Grâce à ses connaissances juridiques, Zoé m'a aidé à comprendre les angles légaux. C'est à ce moment-là qu'on a élaboré le plan. J'ai contacté la banque qui gérait le prêt hypothécaire de mes parents. J'ai utilisé un autre nom. Créé une société fictive. Je me suis présenté comme un acheteur intéressé par des biens en difficulté dans leur quartier. J'ai fait une offre sur leur prêt en particulier. Les banques, elles s'en foutent de savoir qui rachète la dette, tant qu'elles sont payées. 3 semaines et une montagne de paperasse plus tard, je possédais l'hypothèque de mes parents. Ils ne le savaient pas encore, mais ils me devaient désormais de l'argent pour le toit au-dessus de leur tête. Je n'ai pas immédiatement engagé de procédure de saisie. Je voulais attendre. Attendre qu'ils me trouvent. Qu'ils viennent me supplier, sans savoir que leur avenir financier était entre mes mains. Zoé appelait ça de la justice poétique. Moi, j'appelais ça équilibrer les comptes. Pendant ce temps, la campagne désespérée de maman sur les réseaux sociaux pour me retrouver commençait à prendre. Un groupe Facebook local de leur ville a partagé ses publications. Les gens adorent les histoires de retrouvailles familiales, surtout quand ils ne connaissent pas la vérité. L'erreur est arrivée il y a 6 mois. Maurice nous rendait visite le temps d'un week-end. Il a publié une story Instagram de nous dans un resto du coin, avec une fresque reconnaissable en arrière-plan, un élément visuel qui hurlait notre ville. Il l'a supprimé après 10 minutes, mais maman l'avait déjà vu. Les textos ont commencé à affluer. Maurice m'a montré son téléphone, 27 messages non lus de maman, tous des variantes de « C'est Michael » et « Où êtes-vous » Ce soir-là, il m'a envoyé le message d'alerte « Gaufre bleu ». On en a ri. Quelles étaient les chances qu'il me retrouve dans une ville de 2 millions d'habitants, à cause d'une fresque? Apparemment, quand on est désespéré, on devient très efficace. Il y a 2 semaines, Maurice m'a appelé. Maman avait rejoint tous les groupes Facebook de notre ville, posté ma photo de lycée partout, raconté une histoire pleine de sanglots sur une séparation tragique entre mère et fils. Puis, la semaine dernière, ma voisine d'en face m'a dit que quelqu'un posait des questions à mon sujet. Elle m'a montré une capture d'écran. Maman avait trouvé la page communautaire de notre immeuble et envoyé des messages aux résidents. Ce jour-là, j'ai changé les serrures. Une partie de moi a voulu fuir à nouveau, tout recommencer ailleurs. Mais Zoé m'a rappelé que je possédais leur maison maintenant. C'était moi qui tenais toutes les cartes. Peut-être qu'il était temps de jouer. Il y a 3 jours, c'est arrivé. Je travaillais depuis chez moi quand l'interphone a sonné. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Merci, technologie bon marché. C'était eux. Maman et papa, devant ma porte. Ils avaient l'air plus vieux, et bien plus désespérés que dans mes souvenirs. Papa avait maigri. Maman,
elle, avait pris du poids. Les deux semblaient ne pas avoir dormi depuis des jours. Papa se balançait d'un pied à l'autre comme s'il avait besoin d'un verre. Maman serrait son sac comme si c'était la dernière chose qui lui restait de digne. Je n'ai pas ouvert. Je les ai regardés appuyer 3 fois de plus sur le bouton. Puis ils ont laissé une lettre manuscrite, me suppliant de les contacter, à propos d'une urgence familiale. Maurice m'a appelé ce soir-là, confirmant ce que je savais déjà. Ils étaient là à cause de la maison. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin que leur erreur les sauve. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer avec Zoé, rassembler des documents, répéter ce que j'allais dire, comment rester calme, comment ne pas leur donner la satisfaction de revoir l'enfant brisé qu'ils avaient laissé derrière eux. Hier matin, l'interphone a retenti à nouveau. Même visage désespéré sur l'écran. Cette fois, j'ai busé. 6 années de silence allaient prendre fin. Et eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait derrière cette porte. L'erreur dont ils s'étaient moqués possédait désormais leur maison. Et les souvenirs ne sont pas les seules dettes qui génèrent des intérêts. Dernière mise à jour. J'avais vraiment les mains qui tremblaient en les faisant monter. Pas de peur, plutôt comme si j'avais bu 3 boissons énergisantes à jeun. Cette drôle de sensation électrique, où ton corps hésite entre excitation et crise de panique. J'avais imaginé ce moment pendant des années. Répéter mes phrases. Travailler mes expressions devant le miroir de la salle de bain, comme un taré. Mais quand le coup a frappé à la porte, tout ce que j'avais préparé s'est évaporé. Zoé m'a serré la main avant d'aller se réfugier dans notre chambre. On avait convenu que pour cette première confrontation, ce serait juste moi et eux. Ouvrir cette porte était irréel. Comme ces rêves où tu retournes au lycée en sous-vêtements, sauf que là, j'étais parfaitement habillé, et c'était eux qui étaient exposés. Maman paraissait plus petite. Ses cheveux étaient désormais teints à la maison, plus coiffés au salon. Son sac de créateur avait disparu, remplacé par une imitation bon marché. Papa semblait avoir vieilli de 15 ans, et de 6 vies. Son visage n'était plus gonflé par l'alcool, mais vidé de tout. La peau pendait là où avant il y avait de la rondeur. Le silence a duré 10 secondes inconfortables, avant que maman ne pousse un bruit étrange, comme un sanglot étouffé, et tente de me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Le rejet l'a frappé comme un coup physique. Papa, lui, restait planté là, les yeux balayant notre appartement, observant les meubles en bon état, la télé connectée, les signes visibles que, son erreur, ne vivait pas dans la misère. Maman a éclaté en larmes immédiatement exactement ce à quoi je m'attendais. La manipulation émotionnelle, ça a toujours été sa langue maternelle. Papa a tenté de garder un semblant de dignité en demandant s'ils pouvaient entrer pour parler. Je les ai laissés passer, mais je ne leur ai ni offert à boire ni proposé de s'asseoir. Je les ai laissés debout, maladroits, dans mon salon, comme des vendeurs à domicile indésirables. Maman n'arrêtait pas de répéter qu'elle n'en revenait pas de m'avoir retrouvé, qu'elle ne m'avait jamais vraiment cherché, qu'elle avait pleuré tant de nuits en se demandant si j'étais en sécurité. Papa hochait la tête en rythme, comme une figurine de tableau de bord. Aucun des deux n'a mentionné la salle de sport qui avait remplacé ma chambre. Étrange comme certains détails disparaissent de la mémoire quand on a besoin d'un service. J'ai fini par leur demander pourquoi ils étaient là. Pas ce qu'ils voulaient dire, non. Pourquoi ils étaient ici, chez moi, après 6 années de silence. Leur façade s'est immédiatement fissurée. Les pleurs forcés de maman se sont arrêtés net. Les épaules de papa se sont encore plus affaissées. Ils ont échangé ce regard que je connaissais bien, celui qu'ils avaient à la caisse du supermarché quand leur carte bancaire était refusée. C'est là que la vérité est tombée. Ils allaient perdre la maison. La banque saisissait le bien. Ils avaient tout essayé, modification de prêt, refinancement, même une cagnotte en ligne qui avait récolté 87 $, venant de membres de la famille qui en avaient marre de leur drame financier. Ils avaient besoin d'un toit. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin de leur erreur. J'ai demandé pourquoi ils n'étaient pas allés voir Maurice. Et c'est là que les regards gênés ont commencé. Apparemment, ils l'avaient déjà fait. Maurice leur avait donné 3 000 $ il y a 6 mois, de l'argent qu'ils n'avaient pas vraiment, en tant que jeunes diplômés avec des prêts étudiants. Ils avaient tout dépensé en quelques semaines, puis étaient revenus à la charge. Maurice avait fini par poser des limites. Alors, ils s'étaient rabattus sur leur plan B, moi. La partie la plus absurde, c'était de les voir passer de désespérés à calculateurs, en temps réel. Les yeux de maman scrutaient mon appartement, estimant mentalement la valeur de mes meubles. Papa me posait des questions d'apparence anodine sur mon travail, mes revenus, il m'évaluait, comme on évalue une ressource. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir.
Maman a tout de suite insisté, disant qu'il ne leur restait que 2 semaines avant l'expulsion. Papa a ajouté qu'il leur faudrait au moins 10 000 $ pour se reloger, plus l'aide pour la caution. Le chiffre augmentait à chaque phrase. Je les ai raccompagnés au bout de 20 minutes, en promettant de les rappeler le lendemain. Maman a essayé de me faire culpabiliser parce que je ne l'avais pas serré dans mes bras. Papa faisait comme si tout cela était normal, comme s'il n'avait pas jeté à la rue un gamin de 16 ans avant d'ignorer son absence pendant des années. Dès qu'ils sont partis, j'ai eu une sorte de petite crise dans la cuisine. Zoé m'a trouvé assis par terre, à moitié en train de rire, à moitié en train de pleurer. Pas mon moment le plus glorieux. Elle n'a rien tenté pour arranger ça. Elle s'est simplement assise à côté de moi et a attendu que ça passe. Ce soir-là, on a finalisé le plan. Le lendemain, je les ai appelés et invités à dîner. Pas chez nous. Dans un restaurant de gamme moyenne, où j'avais réservé une salle privée. Ils ont accepté, un peu trop rapidement. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé non seulement moi, mais aussi Zoé, Maurice qui avait pris l'avion le matin même et Ronnie, ma véritable famille. Les gens qui avaient été là quand ça comptait. Le visage de maman, en réalisant que ce n'était pas une remise d'argent privée, valait de l'or. Papa avait l'air de vouloir commander un double whisky, mais il ne savait pas si c'était moi qui allais payer. J'ai laissé tout le monde s'asseoir et commander à boire avant de commencer. Puis, je leur ai dit que je savais pour leur situation hypothécaire. Leurs visages sont passés de la confusion à l'espoir. Ils pensaient que j'étais là pour les aider. À la place, j'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les documents prouvant que moi, à travers ma société, je possédais maintenant leurs dettes. Leur maison m'appartenait légalement. Maman est devenue blanche. Papa, rouge écarlate. Maurice a baissé les yeux vers son verre d'eau, cachant un sourire. Zoé les observait avec ce regard froid et analytique, comme une scientifique devant un spécimen. J'ai expliqué calmement, clairement, que j'avais plusieurs options. Je pouvais lancer la procédure de saisie immédiatement. Je pouvais leur proposer un plan de remboursement, qu'ils ne pourraient jamais assumer. Je pouvais les laisser rester comme locataires, sous des conditions très strictes. Ou et c'était là le point culminant, je pouvais leur céder la maison, entièrement et sans conditions financières, s'ils remplissaient certains critères. Premier critère, ils devaient reconnaître publiquement comment ils m'avaient traité. Pas juste devant la famille, mais devant les amis, les voisins, tous ceux qui avaient ri à la blague du 1% de maman devaient entendre ce qui s'était passé ensuite. Deuxième critère, ils devaient assister à une thérapie familiale avec moi et Maurice. Pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour qu'ils entendent, avec un professionnel présent, ce que leur comportement avait infligé à leurs enfants. Troisième critère, ils devaient signer un accord juridiquement contraignant stipulant qu'ils ne me demanderaient plus jamais d'aide financière. Maman a commencé à pleurer. Pour de vrai, cette fois. Pas de public à impressionner, juste de la surprise, du choc. Papa fixait les documents comme s'ils étaient écrits en sumérien ancien. Maurice a fini par parler. Il leur a dit qu'ils devraient être reconnaissants, que ce que je leur proposais était plus que juste, vu ce qu'ils avaient fait. Qu'ils m'avaient vu me reconstruire à partir de rien pendant que me remplaçaient par du matériel de fitness. Le dîner a été éprouvant. Maman oscillait entre colère défensive et sanglots manipulateurs. Papa, lui, est resté en silence, sauf une fois où il a demandé si j'avais fait tout ça juste pour les blesser. Je lui ai répondu non. J'avais fait ça pour équilibrer les comptes. Ils m'avaient jeté quand je n'avais aucune valeur pour eux. Et maintenant, ils voulaient me traiter comme un distributeur automatique dès qu'ils avaient besoin de quelque chose? Ce n'est pas ça, une famille. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Ils sont partis sans accepter mes conditions. Je leur ai donné 48 heures pour décider. Ces 2 jours ont été étranges. Je me sentais à la fois puissant et vide. Zoé venait régulièrement vérifier comment j'allais, m'apportant du thé que je ne buvais pas, s'asseyant à côté de moi pendant que je fixais le vide. Maurice est resté sur notre canapé, jouant le rôle de tampon entre moi et d'éventuelles visites parentales inattendues. Le matin de la date limite, ils sont revenus. Ils avaient l'air vaincus. Ils avaient accepté mes conditions. Pas parce qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient fait, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les papiers ont été signés, avec un minimum de drame. J'ai fait venir la collègue de Zoé, une notaire, pour tout officialiser. La suite a été compliquée. Jusqu'à présent, ils ont tenu parole. Probablement parce qu'ils savent que j'ai encore des copies de tous les documents et que je pourrais engager une action en justice. Maman a posté une longue excuse larmoyante sur Facebook, qui parvient quand même à la faire passer pour la victime. Papa a appelé 2 fois.
Conversation maladroite, où il semble chercher à savoir si je suis toujours en colère. Maurice est reparti chez lui hier. Avant de partir, il m'a pris longuement dans ses bras et m'a dit qu'il était fier de moi. Que j'avais fait ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire, les confronter, les tenir responsables. Est-ce que c'est de la vengeance? Peut-être. Mais ça ressemble plus à une réparation. Comme si, enfin, on corrigeait une équation faussée depuis 22 ans. Est-ce que je suis heureux? Pas vraiment. Satisfait serait un mot plus juste. La colère n'a pas disparu, mais elle a changé. Ce n'est plus une braise brûlante dans ma poitrine, c'est une cicatrice, refermée. Hier soir, Zoé et moi étions allongés dans notre lit, parlant peut-être d'adopter un chien, ou d'économiser pour acheter une maison à nous. Des discussions normales, de couple. Elle m'a demandé si je regrettais quelque chose. J'ai réfléchi un moment. J'ai pensé à ce gamin de 16 ans avec $40 dans un sac à dos. À toutes ces nuits passées le ventre vide. À toutes ces fois où j'ai travaillé en double avec de la fièvre parce que je n'avais aucun filet de sécurité. Puis j'ai pensé à ce que je suis devenu malgré tout ça. À tout ce que j'ai construit à partir de rien. Aux gens que j'ai rencontrés, qui m'estiment vraiment. Je lui ai dit non. Je ne regrette rien. Ni d'être parti. Ni d'avoir galéré. Même pas la vengeance. Certaines erreurs finissent par devenir les meilleures décisions qu'on ait jamais prises. Parfois, faire partie du 1%, c'est battre les probabilités. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.